puisque là, on va échanger avec docteur Schmitt, Christophe Schmitt. Donc, je le présente en quelques mots. Donc, docteur Christophe Schmitt est psychiatre depuis Ben, on reste connecté alors. Ah ben super. Depuis plus de 30 ans à l'EPSM de Metz. Il est également depuis 2022 président de la Conférence nationale des présidents de CME de centres hospitaliers spécialisés et il est fondateur du GACAP, qui est le groupement d'appui et de conseil en architecture psychiatrique, qui a entre autres actions donc collaboré à l'élaboration du décret sur les conditions techniques de fonctionnement de l'activité de psychiatrie. Et donc, Dr Schmitt va maintenant nous amener à explorer la question suivante. Donc, l'architecture peut-elle contribuer aux soins? Donc, est-ce qu'on aura des réponses ou est-ce qu'on aura encore plus de questions à se poser? Donc, on va le découvrir, Dr Schmitt. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est un vrai plaisir d'être ici. Je vous remercie de votre invitation. L'année dernière, j'avais été à La Réunion, donc cette année, la Guadeloupe. C'est vraiment c'est aussi montrer comment l'attachement de la conférence au territoire ultramarin, hein, parce que je pense que trop souvent vous êtes un peu les oubliés, hein, voilà. Et donc là, c'est aussi la manifestation. D'ailleurs, au niveau du bureau de notre conférence, il y a toujours un représentant des territoires ultramarins qui ont fait partie. C'est François Pavopoulet actuellement. Alors, l'architecture peut-elle contribuer aux soins en psychiatrie? Alors, je vais spoiler, hein. Tout de suite, je vous dis oui. Alors après, le problème, c'est que ça peut être oui en bien, oui en mal, hein. Donc là, on a vu, hein, effectivement les problématiques qu'on peut avoir. Le fond de la photo, là, c'est notre centre Paul Langevin à Metz, qui a eu un prix architectural et qui est à l'image de ce qui se fait à La Réunion, le regroupement sur un même lieu d'hôpital de jour, de CATTP et de CMP, en adultes et enfants de secteurs messins de psychiatrie. On peut passer à la diapo suivante. Alors, le groupe d'appui de conseil en architecture psychiatrique, alors qu'est-ce que c'est? Là, vous avez encore une vue intérieure de notre centre Paul Langevin. On peut passer à la diapo suivante. C'est donc une petite historique. Donc voilà, j'en profite pour dire un petit mot de la vocation de la conférence, hein, la conférence des présidents de CME, de CHS. C'est aux côtés des deux autres conférences, hein, celle de CME, de CH et de CHU. C'est vraiment promouvoir la discipline de psychiatrie. Elle représente, en 2021, c'était 92 établissements monodisciplinaires en psychiatrie. Il y en a un petit peu moins depuis parce que c'est une tendance aujourd'hui de la disparition d'un certain nombre d'entités juridiques, hein. Beaucoup d'hôpitaux fusionnent, donc voilà, c'est une réalité aussi pour les CH. Donc on est un peu, je dirais, un lobby, hein, qui est en lien avec différentes instances, la HAS, la NAP, le ministère de la Santé. Et donc on essaie de porter la voix de la psychiatrie de secteur, parce que c'est vraiment la chose à laquelle on croit, c'est que la psychiatrie, c'est avant tout une discipline humaniste et qui s'incarne dans les territoires, donc dans la sectorisation. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, effectivement, c'est une initiative de la conférence et de l'Union des architectes francophones en santé, dans lequel il y a aussi, au sein de cette UAFS, il y a une commission psychiatrie. On a fait une première réunion, c'était en plein Covid, ça devait se faire en présentiel, ça s'est terminé en visio. Et on a pu échanger, on s'est dit que c'était important qu'on prolonge cette réunion, et donc on a progressivement structuré notre groupe. On peut passer à la diapo suivante. Et donc aujourd'hui, c'est en plus un groupe qui est reconnu dans le cadre de la Commission nationale de la psychiatrie, dans le cadre du pôle 4, traitement, recherche et innovation, donc sous le nom Innovation hospitalière et architecture. Et cette sous-commission, c'est moi-même qui la préside, mais en association avec Claude Finkelstein, qui est la présidente de la FNAPSI. Jusqu'ici, les usagers, je vais en parler, parce qu'il y a les usagers qui sont, nous, professionnels de santé, mais il y a les usagers, savoir les personnes qui sont hospitalisées, et je pense que c'est vraiment important de les resituer. Diapo suivante. Donc voilà, au niveau des participants aujourd'hui, au niveau du groupe,
Donc on a représentants des usagers et des familles. Il faut d'ailleurs qu'on arrive à raccrocher l'UNAFAM, des architectes de l'UAFS, des psychiatres, des directeurs, des ingénieurs hospitaliers, des programmistes, l'ANAP, qui participe régulièrement à nos travaux. Le groupe n'est pas fermé. On a justement le PSM de la Réunion y participe. On peut passer à la diapo suivante. Donc voilà, alors je dirais 2 principes de travail, hein. Premier principe, il y a une nécessité d'une architecture spécifique pour les soins psychiatriques. Donc ça, c'est vraiment je dirais, là, il faut marteler cet aspect-là. Ce qu'on voit, c'est que, et je vais vous faire un petit historique, hein, mais que la construction, en tout cas, des bâtiments destinés à accueillir des patients souffrant de troubles psychiatriques, surtout à la fin du XXe siècle, elle ne s'est pas vraiment distinguée des autres bâtiments hospitaliers. Et c'est un vrai problème qu'on constate aujourd'hui, et que c'est que assez tardivement que les constructions nouvelles ont intégré les contraintes de la psychiatrie. Et alors, bon, là, je vous développerai ça dans l'historique. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus être dans des modèles qui sont préétablis, mais par contre, on a quand même des travaux qui ont montré l'impact de la qualité architecturale. J'insisterai beaucoup sur cet aspect de la qualité architecturale, sur la dynamique et l'efficacité du soin. Et dans le cadre de cette réflexion, je pense qu'on a une réflexion à avoir, hein, sur les espaces conviviaux, sur les espaces d'activité, l'accès des patients à des espaces extérieurs, l'accueil des familles et de l'entourage, évidemment la question des espaces d'apaisement et d'isolement, tout ça dans la garantie d'aller et venir. Vraiment, je pense que c'est des thématiques très fortes sur lesquelles il faut qu'on soit intraitable. Diapo suivante. Alors, le patient, ça c'est le deuxième principe qu'on dépend, c'est le patient doit être au centre des préoccupations. Donc là, patient évidemment partenaire, j'en dirai quelques mots, mais à l'étranger, hein, en Belgique, dans les pays du Nord, dès le départ, les patients sont associés au projet, à la jeunesse des projets architecturaux. Donc c'est y compris d'ailleurs dans la discipline MCO. Donc je pense que c'est des choses auxquelles culturellement en France on a un peu de mal, hein, à penser que d'emblée on peut associer les patients à la démarche architecturale. Et, effectivement, là, la question de la sécurisation de l'environnement, ben, on l'a vu, hein, jusqu'ici, ben, c'est vraiment au cœur de notre métier, mais elle ne doit pas se faire, je dirais, de générer un sentiment d'enfermement, comme c'est trop souvent le cas. Enfin, l'exemple que tu donnais, Rémi, sur le non-accès aux fonctions, voilà, c'est très emblématique de ce vers quoi il ne faut pas aller. Et donc, clairement, l'architecture doit être un outil au service de la déstigmatisation. Et puis, dernier point, mais nos amis réunionnais en ont parlé, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas résumer le parcours de soins à l'hospitalisation. Et là encore, il est important d'avoir une attention sur les lieux de soins extérieurs à l'hôpital, les CMP, les CATP, les hôpitaux de jour, qui trop souvent dans nos établissements sont quand même les parents pauvres. C'est par là que les patients rentrent, et qu'est-ce qu'on leur montre quand ils vont dans un CMP pourri, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quand même un aspect très, très, très important en termes de respect vis-à-vis de nos usagers. Diapo suivante. Donc voilà les axes de travail très rapidement. Donc c'est produire des outils, essayer d'élaborer un guide méthodologique pour les praticiens, les directeurs, les professionnels de santé. Aussi, c'est très important, créer un répertoire de réalisation architecturale inspirante, parce que je pense avant de réaliser quelque chose, c'est important d'aller voir ailleurs ce qui se fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut copier les choses, parce qu'on voit bien que les particularités, même moi je vois que la Réunion, c'est différent de la Guadeloupe. Je n'ai pas été encore en Martinique, mais je pense que c'est encore aussi des problématiques différentes. C'est évidemment pas l'Hexagone. Donc c'est clair, on ne peut pas avoir un modèle préétabli unique. Ça, il faut éviter ça. Diapo suivante.
Donc, inventorier et proposer des réflexions. Donc, je vous ai déjà dit la question de la spécificité de l'architecture, le droit à l'intimité, la conception, la gestion architecturale de la sécurité du personnel, autant de thématiques sur lesquelles il faut suivre. Le suivi de l'actualité, je vous redirai un mot des décrets concernant les autorisations et les conditions techniques de fonctionnement. Et puis, on a un projet, alors j'espère qu'on arrivera à le concrétiser pour l'année 2025, qui est d'organiser une journée sur le thème de la qualité de l'architecture en psychiatrie. Et on aimerait pouvoir associer le ministère de la Santé, c'est pouvoir faire ça dans la salle Larocque, si possible. Voilà, donc on a un peu d'ambition. Voilà. Diapo suivante. Alors là, je passe à un bref historique des asiles du 19e siècle aux hôpitaux dans la ville de la fin du 20e. Je pense que c'est important de voir d'où on vient parce que la préoccupation du soin et de l'architecture du soin, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Diapo suivante. Donc, voilà, je vous mets une citation d'Esquirol. Hein. Une maison d'aliénés est un instrument de guérison entre les mains d'un médecin habile. C'est l'agent thérapeutique le plus puissant contre les maladies mentales. Voilà, donc, c'est le traité d'Esquirol en 1838. Et moi, j'ai eu la chance d'être interne à l'asile de Charenton. Enfin, ça s'appelait plus évidemment l'asile de Charenton, mais c'était les mêmes locaux. L'asile de Charenton, il est dessiné par un architecte sur les indications d'Esquirol. Et donc, avec toute une réflexion sur justement, à l'époque, la qualité architecturale et dans l'idée de pouvoir appliquer un certain nombre de principes. Et donc, autre citation d'Esquirol, le plan d'un asile d'aliénés n'est point une chose indifférente qu'on doit abandonner aux architectes. Voilà, donc c'est aussi tout à fait intéressant de voir que voilà, ces préoccupations ne sont pas nouvelles. Et donc, ça pose la question de est-ce que c'est une œuvre commune ou l'éclairage de la pensée de l'un par l'autre. Et donc, du coup, d'avoir une vraie réflexion et des vrais échanges. Et on va voir que ce n'est pas tout le temps le cas. Diapo suivante. Donc là, je vous montre justement l'hôpital Saint-Maurice à Charenton. Donc vous voyez, là, il est bâti autour de la chapelle. C'est en style néo-antiquité. Hein, voilà. Donc la chapelle, c'est le bâtiment avec les colonnes que vous voyez. Et puis il y a une vue plus large qui vous montre l'architecture impressionnante de cet hôpital. Diapo suivante. Et pour vous rendre un petit peu mieux compte, voilà une cour. Moi, j'ai exercé dans un service comme ça. Quand vous voyez sur l'image à gauche où on voit des portes, ben c'est des portes des chambres qui s'ouvrent directement sur le patio. On n'est pas aux Antilles là-bas. Hein. Donc vous imaginez en hiver, quand vous sortez en pyjama. En tout cas, moi j'ai connu l'époque où ces chambres étaient là utilisées et donc c'est pas si vieux que ça. C'était dans les années 80. Le patio, il ressemblait pas à ça. Ce qui est intéressant, vous voyez sur la partie droite, on voit tous les patios. La conception, c'est sur un terrain en coteaux. Et donc, tous les patios ouvrent sur l'extérieur et vous avez la Marne en contrebas. Aujourd'hui, il y a l'autoroute aussi de l'Est, donc c'est moins bucolique. Mais c'était, vous voyez, la conception qu'il y avait de pouvoir offrir cet espace déjà en 1838. Diapo suivante. Donc voilà, un principe, le traitement moral devait éloigner le malade de la société et de la famille et lui donner l'illusion de la liberté. Et donc, au centre, on avait l'autorité médicale et administrative. Dans l'exemple d'Esquirol, c'est l'autorité religieuse, puisque au centre, c'est la chapelle. Mais beaucoup d'établissements, quand vous visitez des établissements anciens, c'est effectivement l'autorité médicale et administrative qui est placée au centre. Et on a à gauche les femmes, à droite les hommes. Enfin, ça, on retrouve cette disposition-là quand les services étaient non mixtes. Le classement par comportement, la question des jardins et des espaces agraires, et puis théoriquement, parce que dans la pratique, c'est peu souvent retrouvé, mais théoriquement, il ne devait pas y avoir de grille. Voilà.
Donc, quand on va à Saint-Maurice, on s'aperçoit qu'il y a un grand mur qui fait plus de 3 mètres de haut, hein, qui entoure tout le site. Donc on voit bien que même sur ce principe-là, il a dérogé. Diapo suivante. Donc plus récemment, hein, l'hôpital village, qui a été une sorte de continuation de cette philosophie versus l'hôpital urbain. Et beaucoup d'hôpitaux villages ont été construits dans les années 60-70, qui étaient une conception, enfin, mornée, en fait, et critiquée dès sa naissance, et pourtant qui a été réalisée à très grande échelle. C'est-à-dire que les tenants de la thérapie institutionnelle sont beaucoup moqués de cette histoire-là, en disant mais pourquoi pas construire des villes de fous de 50 000 habitants, ça serait quand même plus opérationnel. Enfin, voilà. Donc, et on a bien vu aussi les limites, hein, des hôpitaux villages, d'autant plus que ça correspond au moment de la désinstitutionnalisation. Et donc, on a construit les hôpitaux, enfin, on a commencé à déconstruire finalement les centres hospitaliers psychiatriques, mettre des services de psychiatrie dans les hôpitaux généraux, ce qui en soi, enfin, je dirais, est pas une mauvaise idée, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais par contre, au détriment très souvent de la qualité architecturale, puisque finalement, on a décalqué ce qui existait pour les autres disciplines. Ce qui est aussi assez frappant, c'est qu'on constate que la question, enfin en tout cas dans les écrits qu'on peut voir, c'est que la question du confort des usagers, c'est peu présent dans les débats. Même déjà dans les années 70-80, la question, enfin, enfin, moi, mon établissement, qui date de 1972, eh bien, il y avait des chambres triples, voilà, qui ont été conçues à cette époque-là, sans cabinet de toilette, sans tout est commun. Alors c'est chouette que d'aller dans un village de vacances, voilà, où on partage les cabinets de toilette, mais ça dure qu'une semaine, 15 jours, voilà. Pour des patients qui peuvent avoir des séjours plus prolongés, qui ont des troubles, c'est quand même moyen, hein, de partager ces sanitaires avec tout le monde. Mais voilà, cette question-là, semble-t-il, à l'époque, ne torturait pas beaucoup, hein, les personnes qui concevaient les établissements de santé. Et alors, je ne vous parle même pas de la question des chambres seules. Diapo suivante. Alors là, je vous montre, ça c'est Sevré. Donc, c'est Chalon-sur-Saône. À gauche, vous avez le plan actuel. Hein, donc ça, c'est vraiment typique de l'hôpital village. Et puis à droite, vous avez un projet de réhabilitation de l'hôpital. Donc, Sevré reste dans le concept de l'hôpital village, mais avec vraiment disparition de tous les anciens, quasiment tous les anciens bâtiments et reconstruction vraiment de nouveaux bâtiments. Donc, ils sont en train de concevoir le projet. Donc, on voit bien que la difficulté qu'on a aussi à sortir de modèles qui nous ont été imposés. Et là, ça sera d'ailleurs, j'anticipe sur ma conclusion, donc je vais passer à la diapo suivante. Et voilà, c'est un certain nombre. Je voulais rendre hommage à Jean-Charles Pascal, hein, qui est un collègue, ouais, donc psychiatre, praticien hospitalier, sur un petit article qui est assez récent, en 2014, dans les Annales médico-psychologiques, que je vous encourage à lire, hein, qui est très intéressant, où il y a à la fois des aspects historiques, mais aussi des aspects théoriques. Et il pose cette question: quelle est l'importance réelle sur la psychologie des patients, des volumes, des formes et de leur agencement et des circulations entre les espaces. Voilà, donc ça, c'est vraiment une question importante que finalement, on devrait tout le temps se poser. Diapo suivante. Alors là, nos collègues, donc Jérôme Terlot et Bruno Leda, là, qui sont les architectes de l'UAFS qui participent au groupe, bon, ne pouvaient malheureusement pas être présents. Néanmoins, je vais vous partager quelques réflexions de Bruno Loda, donc, qui est un architecte, et j'ai emprunté quelques diapositives d'une présentation qu'il a faite à Santexpo en 2023. Diapo suivante. Donc, quel progrès depuis 30 ans? Déjà, les chambres individuelles.
Voilà, ça c'est quand même enfin, je dirais aujourd'hui, je pense il faut vraiment marteler que, y compris en psychiatrie, le standard, le gold standard, ça doit être la chambre individuelle avec évidemment, la douche, le cabinet de toilette, qui va avec. Donc là, l'exemple d'une unité à Bourg-en-Bresse, diapo suivante. Et puis, deuxième progrès, c'est l'organisation modulaire, c'est-à-dire d'éviter, et là, c'est un peu le problème qu'on voit pour la Martinique, c'est qu'on n'est pas vraiment dans une organisation modulaire de l'espace, mais plutôt quelque chose, enfin, peut-être avec l'ajout des chambres, ça va un peu changer la dynamique de vos locaux, mais c'est vraiment l'idée que on doit procéder par module de 5, 6 chambres, les disperser, organiser l'espace à partir de ces modules, et puis avoir ces longs couloirs avec 10 lits d'un côté, 10 lits de l'autre, et vous avez votre unité, le poste de soins à un bout. Donc là, il y a vraiment nécessité d'avoir une vraie réflexion là-dessus. Des diapos suivantes, des espaces dans lesquels il n'y a pas de cul-de-sac, où en fait on va circuler et si on circule, on va se retrouver forcément au point de départ. Donc ce qui donne pas du tout la même impression de pouvoir déambuler. Diapo suivante, encore un autre exemple à Dreux. Donc là vous voyez bien organisé autour d'un patio central qui n'est pas rectangulaire, mais au contraire qui est en ligne courbe, parce que là encore ça évite ce côté de cassure hein, de l'espace, même si construire en courbe, c'est plus cher et c'est plus contraignant. Diapo suivante. Voilà, donc ça permet d'enchaîner sur la valorisation des circulations, sur l'importance de pouvoir, dans un espace, déambuler, circuler, surtout quand on est privé de liberté, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de sortir, enfin j'irai vers l'extérieur. Donc là, vous voyez un espace conçu, hein, voilà, où vous pouvez déambuler et aussi aller dans l'espace intérieur. Diapo suivante. Là encore, hein, voilà un exemple d'un intérieur. Diapo suivante. Voilà, donc tout ça pour illustrer la question de la circulation dans les espaces. Diapo suivante. Vous voyez, c'était l'UHSA, hein, donc c'est pas... L'image précédente, hein, c'est pas une unité lambda. Donc là encore, hein, cette importance d'avoir une image non médicale. Donc là, on revient sur la question pour la psychiatrie. C'est-à-dire à partir du moment où vous appliquez le modèle MCO, alors ce qui est intéressant de voir, c'est que bon, moi je participe maintenant depuis plusieurs années au Congrès des architectes francophones en santé, mais qui invite systématiquement des équipes étrangères. Et franchement, quand vous voyez les réalisations au Danemark, en Suède, en Allemagne, les hôpitaux, même MCO, ne ressemblent plus à des hôpitaux. Enfin, donc aujourd'hui, on a du mal encore en France à concevoir, à aller au-delà du modèle hospitalier traditionnel. Là, je note en particulier là, que l'espace, enfin, le futur CHU de la Guadeloupe, enfin, cet espace intérieur, ce grand espace intérieur de circulation, c'est très intéressant parce que c'est très en vogue aussi au niveau architectural, puisque ça permet d'avoir une sorte d'image de centre commercial, hein, voilà, dans lequel on peut déambuler. Là, on revient sur la question de la circulation dans les espaces, qui n'est pas d'ailleurs tout droit. J'ai cru voir qu'on est plutôt dans quelque chose de courbe. Donc c'est tout à fait intéressant et innovant. Donc voilà, cultiver cette image non médicale, c'est vraiment important. Diapo suivante. Voilà, encore un autre exemple d'une réalisation. Accueil de jour de Saint-Rémy. Diapo suivante. Voilà, là, une masse. Donc là encore, on voit quand même le geste architectural, l'utilisation du cuivre. Alors c'est sûr que ça coûte plus cher, mais enfin, voilà, quand on le voit, enfin, c'est quand même plus plaisant que certaines de nos masses. Enfin, en tout cas, la masse chez moi, ça donne pas vraiment envie d'y aller. Alors je dis pas qu'on a envie de, c'est obligatoirement ça, mais c'est quand même le respect des résidents qui vont y résider justement souvent leur vie entière. Diapo suivante.
Alors, le constat de Bruno Loda en 2023, c'est qu'il y a quand même une stagnation des innovations, qu'il y a des préoccupations sécuritaires qui sont renforcées et qui peuvent se faire au détriment justement des problèmes de circulation, de déambulation, et que voilà, on met un accent sur les organisations. Et puis, il y a, là, je vous enchaînerai après. Je ne sais plus dans l'ordre de mes diapos si j'enchaîne sur les espaces soignants ou si je passe. Je crois que je passe à la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, oui, c'est ça. Je voulais vous dire l'importance des décrets qui concernent les autorisations en psychiatrie, parce que ils vont forcément nous obliger à faire bouger un peu les lignes. En même temps, c'est bien parce que jusqu'ici, dans les négociations qu'on pouvait avoir avec, je dirais, nos autorités de tutelle, c'était parfois difficile de justifier un certain nombre d'éléments. Là, c'est bien, ils sont inscrits, et donc, du coup, ça paraît pas ubuesque ou farfelu de dire, bah non, il faut que des espaces extérieurs, ben oui, il faut des salles pour les activités. Diapo suivante. Donc voilà, des points importants, hein. La chambre individuelle ou éventuellement double, que le patient peut fermer à clé avec salle de bain. C'est pas un caprice, c'est inscrit maintenant, c'est réglementaire. Au moins une salle dédiée à la rééducation et à l'activité physique. Hein, le représentant de l'ARS parlait de l'activité physique tout à l'heure. Au moins un espace de convivialité, au moins un espace permettant des prises en charge collectives, au moins un espace d'accueil de l'entourage et un accès à un espace extérieur. Donc là, c'est fixé réglementairement. Donc ce n'est pas un caprice des équipes de psychiatrie de vouloir cet aspect-là au niveau architectural. Diapo suivante. Pour les unités qui accueillent des soins sans consentement, obligation de comprendre au moins un espace d'apaisement et au moins une chambre d'isolement avec un accès sur extérieur. Donc, et puis pour les unités accueillant des enfants et des adolescents, espace de vie et de jeu, intérieur et extérieur, et tenir compte des tranches d'âge des mineurs accueillis. Donc voilà, ces décrets, ils équivalent quand même à rendre obligatoire une qualité architecturale minimale et à rendre illégaux les établissements qui ne se conformeraient pas à ces injonctions. Alors, ça tombe bien parce que c'est quand même des choses que nous, on souhaite, enfin, au niveau des équipes de psychiatrie, mais qu'on a trop souvent du mal à obtenir parce que, vous comprenez, ça va faire beaucoup de mètres carrés, donc ça coûte quand même très cher. Voilà. Diapo suivante. Donc, un petit focus sur les chambres d'isolement. Alors, j'ai emprunté, quand j'ai visité la Réunion l'année dernière, donc là, je vais vous montrer quelques photos de la chambre, d'une chambre d'isolement de l'USIP. Alors, première diapo. Donc, vous voyez, bon, voilà, c'est grand. Par contre, bon, question d'écho, voilà, on pourrait faire mieux. Mais c'est vrai qu'au moins, on a quelque chose de grand et de vaste. Autre diapo suivante. Là, vous voyez les sanitaires. Donc, c'est vrai que c'est dépouillé, mais ils existent, ils sont grands, ils sont fonctionnels. Il y a un éclairage extérieur. Donc, c'est quand même super important, ces aspects-là. Diapo suivante. Là, c'est une petite vue sur justement l'espace extérieur possible à laquelle la personne peut accéder. Donc, voilà, toutes leurs chambres d'isolement ont cet accès à l'extérieur. Diapo suivante, l'appel malade, très important. Diapo suivante, le repère temporel. Diapo suivante, la télévision. Voilà. Donc, vous voyez, quand même, c'est important ces aspects-là dans la conception de la chambre d'isolement. Et c'est pas un caprice, c'est fondamental. Ce niveau d'exigence, on doit l'avoir quand on refait ou quand on fait nos établissements. Donc, alors c'est vrai que je pense qu'on peut imaginer des choses plus chaleureuses. Hein, très clairement, je vais vous montrer un autre exemple. Diapo suivante. Alors là, c'est le centre hospitalier Gentil-Quéca en Belgique. J'y reviendrai. Alors, vous voyez, la chambre, c'est plus petit. Hein, au niveau d'écho, voilà, c'est moyen aussi. Hein, c'est sobre. Voilà, c'est sobre. Vous avez les points de contention hein, aussi.
Par contre, bon, éclairage naturel. Il y a des chambres d'isolement aujourd'hui encore où il n'y a pas obligatoirement cet éclairage naturel. Donc c'est quand même, ben, c'est fondamental. Moi, j'ai pas insisté sur la question de la clim et tout, mais on voyait hein, dans les photos précédentes. Et puis, photo suivante. Alors là, c'est une unité pour ados. C'est la LVR, je ne ferai pas en allemand, je ne serai pas capable de clinique de Bonn en Allemagne. Et donc, vous voyez que là, déjà, au niveau de la chaleur, enfin, bon, je ne dis pas qu'on a envie d'y être, hein, mais en tout cas, on peut imaginer des espaces d'isolement où ça soit, je dirais, vivable et habitable sans déroger à des principes de sécurité. Voilà, donc c'était aussi pour donner un exemple de ce vers quoi on peut aller. Diapo suivante, alors là, rêvons un peu. Ça, c'est le centre psychiatrique de Rillenrenk aux Pays-Bas. Et donc là, vous voyez dans le module extra sécurisé, donc avec une chambre d'isolement, mais qui a aussi un salon. Diapo suivante. Voilà. Donc vous voyez comment ça s'agence hein, avec la partie chambre, le jardin, le salon, les sanitaires dans un même espace et l'image de ce que ça peut être en termes d'aménagement intérieur. Diapo suivante. Là encore, hein, voilà le salon dans lequel, en plus, éventuellement, le patient peut recevoir une visite si c'est autorisé et nécessaire. Diapo suivante, voilà comment ça peut se présenter leur espace d'isolement. Donc là, on est dans, je crois qu'on est dans la chambre et puis on voit le salon. Voilà, donc vous voyez ce que sont capables de faire les Hollandais. Diapo suivante. Voilà, encore des images de leur module qui s'appelle extra sécurisé avec le dispositif. D'ailleurs, vous voyez la photo avec on voit une sorte de télé. Hein. Donc là, c'est le dispositif OFCare, hein, donc que nous on utilise dans notre établissement dans nos espaces d'apaisement. Diapo suivante. Voilà. Alors là, je voulais faire ce petit focus parce que simplement pour dire, ben, voilà, n'ayons pas peur d'être exigeants sur la qualité. En particulier des espaces d'isolement. J'aurais pu faire aussi un focus, parce que j'ai aussi des photos prises au cours de mes visites sur les espaces d'apaisement et sur la nécessité de les concevoir, j'irais, pour avoir justement une politique de gradation qui va du recours à l'apaisement, et puis si ça ne marche pas, l'isolement. Alors je voulais faire un focus sur l'importance de la qualité architecturale des matériaux du design. Alors là, je reprends le centre hospitalier Jean Titéca à Bruxelles. Pourquoi ? Parce que c'est un centre qui accueille 90% de patients médico-légaux. D'accord ? Donc c'est un croisement d'une UHSA, USIP, UMD. Voilà, donc c'est pas des patients tranquilles, voilà, par définition. Et je vais vous montrer voilà, le grand salon d'une de ces unités. Donc, j'ai visité, hein, c'est avec des patients qui étaient dedans. Hein, c'est pas un truc, c'est pas une. Donc là, vous voyez, il y a des ordinateurs pour que les patients puissent consulter leurs mails, faire des démarches, choses comme ça. Il y a une équipe d'ergothérapeutes qui est là aussi pour les aider. Donc, diapo suivante. Voilà, alors le petit salon. Alors la particularité, hein, vous voyez sur le côté, il y a une vitre avec quelqu'un. Ça, c'est un bureau de consultation. Les bureaux de consultation, ils sont au cœur de l'unité, autour du petit salon. Et donc, les gens consultent, médecins, psychologues, infirmiers, au cœur, enfin, pour les patients évidemment hospitalisés, au cœur de l'unité de soins. Diapo suivante. Voilà une autre vue. On voit alors la porte marron qu'on voit au fond, c'est une porte de chambre. Voilà, donc le petit salon, il s'ouvre sur un espace où vous avez d'un côté 3-4 chambres, de l'autre côté 3-4 chambres. C'est des unités de 20, mais ils ont réussi, pareil, à avoir pas cet effet grand salon. Tous les espaces sont ouverts. Là, il n'y a aucune porte coupe-feu. Moi, ça m'a stupéfait.
Je me dis, mais comment vous faites et tout, parce qu'ils ont les mêmes normes que nous. Eh ben non, là, si vous êtes attentif, vous voyez au plafond, il y a une espèce de grand truc gris là, qui court au plafond. Eh ben, c'est ça la porte coupe-feu. Ça tombe pour séparer les espaces. Donc du coup, on a des espaces qui sont hyper vastes, super grands, super clairs. Et donc vraiment, voilà. Et puis vous voyez les matériaux, le bois, la qualité en fait des matériaux utilisés, le plafond. Diapo suivante. Voilà, une vue voilà, des bureaux de consultation qui sont au cœur de l'unité. Au fond, ce que vous voyez, c'est la salle de restauration commune. Diapo suivante. Voilà, le coin télé. Voilà, donc vous voyez, on est en Belgique, hein, donc c'est pas le temps de la Guadeloupe, mais c'était un jour typique. Bon, il y avait un petit peu de soleil, mais voilà, même si quand c'est vraiment très clair et très très agréable, enfin en termes d'ouverture de l'espace. Diapo suivante, la salle à manger. Voilà, là les choses étaient rangées. Diapo suivante avec système de self. Donc ça aussi, c'est très intéressant de concevoir. Le patient va chercher son nourriture. Vous voyez le comptoir qui permet de pouvoir un service en self. Et la dernière diapo, c'est donc le salon de l'unité pour adolescents, parce qu'ils ont aussi une unité pour adolescents difficiles. Donc c'est les adolescents PJJ ASE, voilà, enfin l'équivalent voilà, pour nous de PJJ ASE. Donc unité d'adolescents aussi conçue de la même manière. Alors, diapo suivante. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer, parce que la grosse différence, par exemple, par rapport à la Martinique ou à la Guadeloupe, c'est que là, c'est à Bruxelles, en environnement urbain, en étage, hein, voilà. Mais avec là, c'est l'extérieur auquel les patients ont accès. Ils ont réussi à avoir quand même un environnement. Bon, c'était l'hiver, hein, donc il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de feuilles aux arbres, mais c'était pour vous montrer ce que c'est comme type de construction et que on peut, dans un bâtiment très fonctionnel, enfin, bon voilà, là on est dans, ça pourrait être n'importe quoi comme immeuble, on peut arriver à faire des espaces qui peuvent être très agréables et très sympas. Diapo suivante. Alors là, je vais vous faire un peu de provocation. Donc, qui est le cas du bureau infirmier. Donc, c'est là encore, je réemprunte des diapos de mon collègue Bruno Loda. Et c'est une réflexion qui est inspirée justement par le docteur Pierre Oswald, qui est le médecin directeur de centre hospitalier Gentil-TK. Parce que la particularité donc, des unités qui ont été reconstruites, j'ai visité les anciennes unités où il y a le PC infirmier vitré, avec des affiches super sympas pour les patients, ne pas faire ceci, ne pas faire cela, etc. Enfin, truc qui vend du rêve. Et puis cette unité-là, où mais je disais, mais il est où le bureau infirmier? Alors, le bureau infirmier, dans un coin de l'unité, il est tout petit. Enfin, il y a juste de quoi pouvoir mettre suffisamment de chaises pour faire la relève. Et sinon, il est uniquement utilisé pour, en définitive, faire la relève et puis remplir le dossier patient infirmier qui est évidemment informatisé. Pour le reste, tout se fait dans l'unité, dans les bureaux que je vous ai montrés, vitrés et choses comme ça. Donc, eux, c'est l'antithèse de ce qu'on fait, nous, habituellement, en France. Diapo suivante. Donc voilà, aujourd'hui, il y a une vraie problématique qui est l'augmentation quand même des tâches administratives, on le constate tous, la diminution des nombres de soignants, et puis l'importance croissante qui est donnée à la surveillance. Donc, diapo suivante. Et souvent, ce qui est demandé quand on fait un programme architectural, c'est un lieu qui permet de voir, d'être vu depuis le bureau infirmier. La localisation doit être centrale, contiguë la salle de soins. Et là encore, on est vraiment dans l'idée, on surveille. Voilà. Alors, diapo suivante, j'espère que... Ah oui, ça c'est pour vous montrer
là, c'est quelque chose que j'ai, pareil, volé lors d'un colloque de l'UAFS. Alors, les petits points rouges, vous voyez, c'est les endroits où les agressions ou les agitations se produisent. Donc, où ça se produit, ben, évidemment, salle à manger, salle de séjour, c'est assez logique, c'est les locaux communs, à l'entrée du service. Mais où il y en a le plus, c'est devant quoi? Ben, le poste infirmier. C'est ce que j'appelle l'effet Laposte, hein, c'est-à-dire, voilà, vous avez, on a tous connu cette expérience-là, on va à la poste, il y a une longue file, à un guichet, il y a 3 autres guichets qui sont fermés, il y a des gens derrière le guichet, on se demande ce qu'ils font, mais par contre, on fait la queue, voilà, et c'est très énervant, voilà. Bon, ben, quand on se place du côté des patients, c'est un peu la même chose qu'on peut vivre quand on est patient et qu'on voit des fois des infirmiers qui sont occupés, mais des fois on ne sait pas trop, enfin quand on est du point de vue du patient, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils ne travaillent pas, etc. Donc là, voilà, donc diapo suivante. Donc, alors on va voir si le film marche. C'est un extrait qu'on trouve sur YouTube, un film d'Hélène Risser. Et vous arrivez à faire... Donc, au badge, la porte s'ouvre. Et on arrive dans la zone où il y a les bureaux. En face, on a le bureau infirmier qui est vitré. Et l'unité de soins commence en 2 parties de chaque côté. Oui, bonjour. Oui. Il revient demain à 14 h, c'est ça? Je suis vite oppressée par ces sas à franchir, ces écrans vidéo qui surveillent les couloirs. Dans le bureau infirmier aux aires de tour de contrôle, je me sens davantage dans l'ambiance d'une prison que dans celle d'un hôpital. On a toujours ce regard de soignant de psychiatrie où, voilà, où on a appris à justement enfermer les patients, hein, cette crainte de leur laisser trop de liberté aussi. Hein. Souvent, c'est une demande de la société que les patients soient enfermés en psychiatrie. Donc nous aussi, on doit répondre à cette demande et mettre que tout le monde soit en sécurité. Voilà, alors c'est un extrait d'un film. Alors, ce qui est intéressant de savoir, Hélène Risser, c'est une documentaliste, hein, mais c'est la fille de 2 psychiatres et qui a été élevée par... donc, elle doit avoir un peu... Non, elle est peut-être un petit peu plus jeune que moi, mais donc elle a été élevée dans les années 70 et sa nounou, c'était une patiente. C'était l'époque où on employait les patients à diverses tâches et à Erstein, il y avait une tradition, souvent les nounous des médecins, surtout d'un couple de médecins, bah, ça pouvait être des patients. Et donc le film, c'est à la fois un retour sur les lieux de son enfance, elle a retrouvé son ancienne nounou, donc c'est intéressant. Et en même temps, c'est le moment où le vieil hôpital a été rénové, et, enfin pas rénové, reconstruit. Et donc le choc en fait de cette reconstruction. Diapo suivante. Donc, au badge, Non, là, la porte s'ouvre. voilà. Oui, oui. Ah, c'est la même? Ah bon, bah alors je l'ai faite en double, je suis désolé. Donc on peut repasser à la suite. Voilà. Donc, voilà, quand on transforme le bureau de soins infirmiers en espèce de tour de contrôle, bah, c'est sûr que on a moins d'échanges, moins de moments partagés, moins d'activités et bah, plus de frustration. Voilà, donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur la façon. Et donc là, on retombe sur la question de la philosophie du soin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est-à-dire que c'est pas l'architecture qui doit nous dicter le soin, mais c'est la philosophie du soin qui doit dicter l'architecture. Mais j'ai trop souvent l'impression que c'est un peu l'inverse qui se passe. Enfin, l'exemple de ce que vous avez découvert, enfin, ce que tu as témoigné là, par rapport à la Martinique, ben, c'est ça, vous vous êtes retrouvé confronté à quelque chose qui ne correspondait pas du tout à ce que vous souhaitiez. Diapo suivante. Voilà, alors là, on continue, et là, c'est un échange lors d'une réunion clinique. Dans le service, travaillent plusieurs générations d'infirmiers psychiatriques. Mais tous, même les plus jeunes, ont connu les bâtiments des années 70. Le fait que les pavillons étaient comme ils étaient avant, ça avait un aspect
colonie de vacances. Les gens ils rentraient dans leur pavillon, c'était chez eux. Bon, voilà, et après, ils allaient se balader. Enfin, c'est vrai que c'était ouvert sur la nature. C'était chouette. À mon âge, on dit déjà, mais c'était la belle époque, effectivement. Ouais. C'était... Enfin, c'est pas qu'une question d'époque, si je vous entends, c'est aussi une question de lieu, d'architecture. C'est pas juste la nostalgie. Voilà, donc là, c'était le témoignage de l'infirmière. Alors, dans le même film, il y a le témoignage de patients qui, en gros, disent, ben oui, là, c'est tout beau, l'hôpital, c'est bien, mais on aimait mieux comment c'était avant. Pas l'aspect architectural, bien évidemment, et confort, etc., mais la façon dont c'était organisé. Alors que c'est vrai qu'architecturalement, le nouveau bâtiment, il est très beau. Enfin, on pourrait dire quand même qu'au niveau du design, ils auraient pu faire quand même mieux, parce que les murs blancs, il y en a quand même ras-le-bol, quoi. Enfin, voilà, je pense qu'il y a un moment donné, il faut. Alors là, j'ai des photos aussi, j'aurais bien aimé, mais alors là, après, sinon, on va être sur 1 heure et demie de présentation. Mais à l'EPSM de La Réunion, la décoration, que ce soit de l'USIP ou la décoration du pavillon vanille, c'est vraiment chouette. Le choix du mobilier, les couleurs. Donc là, à un moment donné, il faut qu'on ait une vraie réflexion là-dessus. C'est-à-dire que si vous reconstruisez quelque chose, là, comme ça a été à Erstein, et que on est dans un univers froid et effectivement qui semble carcéral, on rate vraiment quelque chose et on renforce ce sentiment d'oppression, je dirais, les patients, forcément, c'est pas agréable pour eux. Et dans le film, il y en a un qui témoigne bien en disant de ce qu'ils ont perdu finalement dans le. Et après, la crainte aussi, alors je veux dire, on ne peut pas passer le film en entier, ça serait très intéressant, mais la crainte des soignants de dire, mais si on leur laisse plus de liberté, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc c'est toute dynamique, mais c'est sûr que l'architecture telle qu'elle a été pensée, eh ben, elle a finalement renforcé la contrainte et le sentiment de contrainte ressenti et par les patients et par les soignants. Diapo suivante. Du passé. Ouais, oui, aussi, oui. Mais c'était des petits bungalows, quoi. C'était nos bungalows. On rentrait chez nous. C'était notre deuxième maison, quoi. Et ici? Bah, ici, c'est un hôpital. Ici, c'est notre lieu de travail. Enfin, il n'y avait pas cette bulle comme il y a actuellement. Les soignants étaient au centre. On était tout le temps avec les patients, quoi. Là, c'est vrai que les ordinateurs sont là, les soignants sont. On a tellement de choses à écrire tout le temps que voilà, on est beaucoup plus isolé des patients, quoi. Il faut aller au contact, alors qu'avant, le contact se faisait naturellement, quoi. On jouait tout le temps aux cartes. C'est bête, hein, on jouait aux cartes avec nos patients, mais il y avait cette relation tout le temps de confiance à. Si, il y a encore, mais c'est plus pareil. On a une espèce de barrière. C'est vrai que ce sas, là, cette bulle, ça nous coupe d'eux, quoi. Et là, ça, c'est la pièce d'activité. On est installé là, elle est vide, quoi. En plein après-midi. Après, on est moins. Voilà, il y a un poste infirmier de journée qui a disparu. C'est aussi beaucoup ça, quoi. On est moins nombreux. Et les patients restent aussi longtemps ou ils restent moins longtemps? Ah. Actuellement, les patients? Non, ils restent longtemps. Ah, vous aurez aussi perçu peut-être le délicieux accent alsacien. Hein. Hop là. Hein. Alors, la suite. Dans le service, non, on va pas- travaillent c'est plusieurs la- générations. Non, là, c'est la même que précédemment. Donc là, voilà. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut faire comme agent TK, mais il faut sans doute voilà, repenser la façon de faire. Et ce que montrent bien les petits extraits du film, c'est voilà, si on change d'architecture, qu'on a quelque chose qui est, je dirais, d'une bonne qualité, mais pour que finalement on sépare presque radicalement les patients des soignants, je pense qu'on rate l'objectif. Et donc, il faut avoir cette idée en tête. Donc, est-ce qu'il faut voilà, le déplacement du poste infirmier? Est-ce qu'il faut continuer à le concevoir de la même manière? Est-ce qu'il faut qu'on répartisse nos tâches différemment? Est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à ce dimensionnement? Mais on voit bien qu'à partir de cet exemple-là, qui est un exemple très architectural, très de conception, comment on peut influer ou non
sur la façon de soigner, sur la qualité du soin, sur le contact, parce qu'on est quand même une spécialité où notre outil de soin, c'est nous. C'est pas une IRM, c'est pas un scanner, c'est la qualité relationnelle que l'on a vis-à-vis des personnes qu'on soigne. Et donc, il faut que notre environnement de travail favorise la rencontre, favorise aussi, parce que c'est quand même mieux d'être dans un beau bureau ou dans une belle salle d'activité pour faire les choses, que dans un truc pourri, parce qu'on n'y prend pas plaisir. Et puis, c'est pas respectueux non plus pour les patients. Donc, je pense que là, c'est une vraie réflexion qu'il faut qu'on ait quand on conçoit une unité de soins. Alors, juste diapo suivante, un petit clin d'œil sur Ascodopsie, dont je suis aussi le président, donc pour vos recherches documentaires. À venir, on aura une page dédiée à l'architecture sur le site Ascodoc. Donc j'espère les archivistes documentalistes travaillent. Le PSM de la Guadeloupe, c'est le numéro 111. Le centre hospitalier Maurice Despinois, c'est le numéro 94. Donc c'est des adhérents d'Ascodoc. Ce qui nous manque au niveau de l'EPSM de la Guadeloupe, c'est un référent, parce qu'on a des référents sur le CHMD, mais on n'a pas de référent pour l'instant à la Guadeloupe. Donc voilà, non, mais voilà, c'était un petit clin d'œil au passage. Non, mais c'est important parce que c'est vraiment une ressource aussi documentaire vraiment précieuse pour l'ensemble des professionnels, y compris les directeurs, enfin les personnels administratifs. Donc voilà, je vous fais ce petit clin d'œil parce que bientôt, on aura une page dédiée sur l'architecture. Et là, j'arrive à la conclusion. Donc, diapo suivante. Donc, la conclusion, c'est que les textes réglementaires concernant les autorisations vont nous imposer de toute façon des mises à jour de nos établissements. Il ne faut pas les vivre comme une contrainte. Je pense que l'idée, c'est de pouvoir quand même avoir une légitimité à réclamer un standard correct pour la prise en charge des patients. Alors là, j'aurais pas le temps d'aborder les questions qui sont concernant les financements, mais ça ne va pas se faire à moyen constant. Et qu'il y aura besoin d'avoir un soutien fort sur le plan des investissements. Parce que d'une part, voilà, les surfaces, ça a un coût, mais la qualité architecturale aussi. Donc là encore, il y a une vraie réflexion à avoir. Moi, je note que sur les investissements Ségur, il y a quand même eu très peu d'établissements ou de services de psychiatrie, parce que ce que je dis est valable pour les établissements monodisciplinaires, mais aussi pour les services de psychiatrie en hôpital général, qui ont émergé au Ségur, ce qui montre bien quand même la difficulté qu'on a à investir, là au sens propre, dans la psychiatrie. Mais c'est aussi l'opportunité de réfléchir à nos fonctionnements et de revoir l'organisation de nos lieux d'hospitalisation. C'est-à-dire que si on refait la même chose, je ne sais pas si c'est obligatoirement pertinent de recalquer ce qu'on faisait jusqu'ici et l'architecture qu'on avait jusqu'ici. Aujourd'hui, on a quand même un vrai manque de visibilité sur l'état du parc immobilier psychiatrique en France. Donc, on sait qu'il y a quand même de nombreux établissements, ça on le voit par les visites de certification ou les visites du contrôleur général des lieux de privation de liberté. On voit quand même qu'il y a beaucoup d'établissements où c'est quand même pas terrible. Et pour un pays comme la France, c'est franchement pas terrible de se dire qu'on a des conditions d'hospitalisation dégradées donc enfin voilà, ça n'honore pas un pays qui est théoriquement, je sais pas quoi, aujourd'hui 5e ou 6e puissance économique, donc il faut quand même pas exagérer. Diapo suivante. Et donc voilà, j'insiste sur le fait qu'il est difficile de penser le futur en s'extrayant de ce qu'on connaît. Et quand on fait un projet architectural, c'est vraiment important de se dire, on a une opportunité de peut-être faire des choses différemment, de réfléchir différemment, de concevoir différemment. Et donc, peut-être que ce qu'on fait et la façon dont on le fait est très bien. Voilà, donc alors, après, on peut redupliquer dans un nouvel environnement. Mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas? J'en suis pas sûr. Autre aspect très important, c'est s'adapter au contexte local.
Dire, là, ça a été dit tout à l'heure, hein, c'est vrai qu'il y a des atouts aux Antilles qui sont importants. Enfin, je veux dire, même s'il y a des cyclones, même s'il pleut, mais c'est pas tout le temps, qu'il y a de l'humidité et tout, les extérieurs, c'est beau. Enfin, c'est vraiment, donc il est important d'avoir cet aspect-là. Le fait aussi qu'il fasse au minimum 25 degrés toute l'année, ben, je veux dire, on peut remplacer les couloirs par l'extérieur, c'est quand même vachement agréable. Donc évidemment, on ne peut pas concevoir l'architecture aux Antilles comme on va concevoir l'architecture dans l'Est de la France. Et ça, c'est la problématique va être différente en Corse, c'est évident. Enfin, voilà, donc là, il ne faut pas avoir... Et donc du coup, plutôt que de définir, il faut plutôt définir des principes qui peuvent s'appliquer par coup. La question de la chambre individuelle, par exemple, le nécessaire respect pour les personnes qui sont dans les espaces d'isolement. Par contre, un modèle qui serait unique, un petit peu le fantasme qu'a pu avoir Esquirol au XIXe siècle, la façon dont se sont déclinés les hôpitaux psychiatriques ou le fantasme de l'hôpital Vigeage à une époque, je pense que c'est des choses qui ont vécu. Par contre, aujourd'hui, il est important de définir un certain nombre de standards et de principes qu'on doit respecter partout. L'accès à l'extérieur, la liberté d'aller à venir. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que finalement, les architectes interviennent beaucoup trop tardivement dans les projets. Puisque, là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les aspects techniques, mais finalement, on fait le programme, ensuite on fait le concours, mais souvent, le programme, c'est une étape enfin, cruciale. Et aujourd'hui, on n'a pas, sauf si on fait appel à un cabinet de programmistes qui a intégré des architectes dedans, on n'a pas l'apport architectural. Dans d'autres pays, les architectes interviennent dès le début de la genèse du projet. Et c'est différent parce qu'eux, ils ont aussi une vision, une question, enfin un questionnement qui permettent aussi de nous progresser. Le programmiste, il reste plus dans un aspect, c'est normal d'ailleurs, c'est son travail, beaucoup plus fonctionnel. Voilà, combien de mètres carrés pour ceci, voilà, combien vous voulez de pièces. Voilà, l'architecte, il va être plus dans la pensée. Et puis, l'importance de la qualité architecturale, ben, voilà, j'espère que je vous ai convaincu sur ce plan-là, hein, au sens large. Donc, ça veut dire la qualité des matériaux. Ben, voilà, le BA13, enfin voilà, les bras m'en tombent, quoi. Je veux dire, déjà, dans l'hexagone du BA13 en psychiatrie, c'est n'importe quoi. J'ai eu le coup hein, dans mon établissement, donc je sais de quoi je cause. Mais alors en plus avec l'humidité, c'est ahurissant. Voilà. Donc on se dit, voilà. Donc là c'est la question des matériaux, mais aussi la question du design. D'ailleurs, je pense qu'au-delà, on peut avoir un truc super beau, enfin super bien fait, beaux matériaux, etc. Mais si c'est que des murs tout blancs avec un mobilier moche, bah, on aura raté notre coup. Voilà, donc voilà, je pense qu'on a beaucoup encore de travail à faire, à penser. Et effectivement, c'est un travail collectif qui associe les médecins, les directeurs, les équipes de soins, les usagers, j'insiste aussi sur cet aspect-là, demander l'avis aux usagers. Nous, on leur a fait faire, parce que notre établissement, on doit aussi reconstruire entièrement notre établissement. On leur a fait faire une maquette de l'hôpital idéal. Voilà, donc, et on essaye de les intégrer dans les groupes de réflexion par rapport au pilotage de notre reconstruction. Voilà, ce sera mon dernier mot. Je vous remercie. Ouais, bon, j'ai déplacé de 5 minutes. Voilà, voilà petite citation voilà, de Italo Calvino. Hein, ta vie change et c'est l'architecture. Merci beaucoup, Dr Schmitt. Est-ce qu'il y a une intervention? Oui. Bah, Oui, bonjour, donc Eric Allais, architecte, président de l'Ordre. Félicitations, j'ai beaucoup aimé votre intervention. En première année d'architecture, il y a un professeur qui nous a dit il n'y a pas de mauvais architectes, il y a de mauvais programmes. Et effectivement, c'est primordial que dès le départ, qu'il y ait non seulement un programme qui soit suffisamment précis, mais aussi, vous l'avez dit, il faut une philosophie de soins
Et le rôle de l'architecte, c'est de traduire cette philosophie de soins, ce programme, en projet architectural. Pour travailler, nous, on a besoin de 3 éléments: le terrain, le programme et l'enveloppe. On a vu beaucoup de projets et on voit l'importance en milieu psychiatrique de l'intégration pas tant le bâtiment, mais des alentours, des jardins, des espaces entre les bâtiments. Et naturellement, ça a une répercussion sur l'emprise foncière d'un établissement psychiatrique. Donc, ça, il faut faire très attention quand vous faites le choix des terrains d'implantation de vos établissements, de penser à cet aspect-là dès le départ. Parce que si on met un programme très chargé sur une petite parcelle, c'est clair qu'on n'arrivera pas à sortir des projets comme vous nous les avez présentés. Donc j'ai parlé du programme, donc du terrain, et enfin l'enveloppe. Si vous regardez les informations ces jours-ci, la Martinique est à feu et à sang parce on se rend compte aujourd'hui que tout coûte 40% plus cher qu'en métropole, et c'est valable pour tous les matériaux de construction. L'enveloppe est primordiale, non seulement donc les coûts des matériaux sont plus chers, et on a des contraintes aujourd'hui, qu'elles soient sismiques, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient cycloniques, qui font que naturellement le coût de la construction ici coûte plus cher. Donc ça doit être intégré dès le départ sur les concours à venir. Et je peux vous assurer que quand un architecte reçoit un projet avec un programme très détaillé, avec une philosophie qui devra retranscrire en projet architectural, avec un terrain adapté et une enveloppe adaptée, il y a peu de chances qu'il se trompe. Quand on voit un bâtiment fini, on a tendance à dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'il a foutu l'architecte ?» Ouais, sauf que on ne connaît pas l'histoire. On ne sait pas quel était le budget qu'on lui a loti, quel était le terrain, quel était le programme qu'on lui a donné dès le départ. En tout cas, merci pour votre allocution. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Donc le micro peut circuler au fond. Là-bas. Il y en avait d'autres. Bonjour, je remercie l'ensemble Donc docteur Deveau. des intervenants, docteur Deveau. On est vraiment au carrefour de nos préoccupations, la question de l'architecture. Et je remercie vraiment la directrice et la directrice des travaux, Madame Gourdine, qui a permis que ce séminaire puisse avoir lieu aujourd'hui, au moment où nous nous interrogeons vraiment sur la construction de la Grande Terre, mais aussi de l'ensemble de nos CMP. Alors, on a vu la réunion, ça nous a paru vraiment idéal, puisqu'on a eu la chance de visiter avec la directrice et le président de CME l'année dernière. La Martinique aussi, on a vu à quel point il faut de l'engagement, de l'investissement, il faut y croire. Alors, nous, les terrains, on est en passe de les acquérir. Les programmes, je crois que ça prend du temps, et tout le monde l'a dit ici, malgré l'enthousiasme de notre directrice qui voulait que ça se fasse en 18 mois, je crois qu'il faut accepter que nous travaillons vraiment sur, et ça tout le monde l'a dit ici, il faut qu'il y ait la philosophie du soin. Il faut qu'on sache qu'aujourd'hui, en 2024-2025, il faut prévoir pour 2030-2035. Donc, il ne faut pas se dire, et c'est ce qu'on entend souvent les soignants dire, on n'est pas en sécurité et on a envie de construire en fonction de ces normes-là, comment on va être en sécurité dans nos nouveaux locaux. Et ça peut effectivement se traduire par une salle de soins qui est un peu à l'écart, ou en tout cas des blocus qui n'ont pas raison d'être. J'apprécie beaucoup l'intervention des usagers, parce que, ben oui, peut-être qu'ils peuvent aussi nous mettre sur la voie. Et aujourd'hui, nous sommes sur Marie-Galante, puisqu'on a la double insularité,
Et nous avons, j'entends, hein, CMP, CATTP et hôpitaux de jour, qui enfants, qui adultes, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on mette en place. Et puis la dernière chose que disait notre architecte, alors on a la chance aujourd'hui d'avoir un architecte au début, et ça, je crois que l'ère du temps, probablement les autorisations, nous invitent à nous projeter, nous invitent à espérer. On parlait de le troisième impératif qui est les sous. J'ai entendu notre directrice de l'ARS dire que, et ça c'est national, la santé mentale est une grande cause nationale de 2025. Et je pense que, avec toutes les expériences que nous avons vues ici, qui la Martinique, qui la Réunion et qui, M. Schmitt, que vous nous avez donné aussi à entrevoir dans les jolies photos, nous avons la chance d'avoir en 2025, enfin maintenant, de faire nos projets pour que les financements, puisqu'il ne suffit pas de dire que c'est une cause nationale, il faut aussi qu'il y ait des répercussions, et nous les attendons. Et nous espérons, moi je suis sur la fin, je ne verrai pas 30, ni 20, ni 30 ni 35, mais pour nos jeunes soignants qui sont ici, vraiment j'ai de l'espoir que avec le concours de chacun, nous puissions y arriver. Merci. Il y a quelqu'un devant. Allez-y, madame. Madame Gouffran, déléguée départementale UNAFAM Guadeloupe. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Je remercie aussi Madame Gigaï pour cet événement, car vraiment, on se rend compte que l'architecture, c'est la première carte de visite de l'accueil de la famille et aussi du patient, de l'usager en santé mentale. Quand vous avez donné cette citation en parlant de l'impact psychologique des usagers, j'ai tout de suite fait le lien avec l'impact psychologique sur les familles quand ils ont un proche hospitalisé. Parce que souvent, lorsque nous faisons des animations et que nous rencontrons les familles, si l'animation dure 2 heures, pendant 1 heure, on est obligé de travailler sur tout ce vécu d'enfermement. J'emploie ce terme. Pourquoi? Parce que constamment, il est dit, mais ils utilisent toujours des clés. Ah, mais je ne peux même pas aller dans la chambre de mon proche. Mon enfant n'a pas sa place là. Ce sont des paroles de famille hein, que je mets en avant. Tout ça pour dire que ce travail de déstigmatisation, ce travail sur les représentations des familles, c'est ce que nous faisons au quotidien et ce aussi que les soignants font. Et je voulais pointer du doigt une expérience que j'ai vécue à mes tout premiers débuts d'UNAFAM. On faisait des animations dans les services de soins. Et je me rappelle, lors de ma première animation, je n'étais pas soignante, j'étais juste maman en congé de maternité. Je rentrais pour la première fois dans un EPSM avec, oui, toutes les portes qui se ferment à chaque fois derrière moi. Je me suis dit, oula, mais c'est là aussi que j'ai vécu le meilleur moment de ma vie parce qu'on a fait l'animation dans le réfectoire de la salle. Il y avait les portes, que ce soit côté chambre des patients, que ce soit côté jardin patio, qui étaient ouvertes. Les familles étaient présentes et tout en faisant l'animation, les usagers de la santé mentale passaient, ils intervenaient. Il y avait ce lien qui se créait. Et le fait d'avoir pu faire cette animation dans ce lieu aide à la déstigmatisation, crée ce lien, que ce soit au niveau des patients, des familles et des soignants. Je suis désolée, hein, Madame Delac, je suis obligée de dire que c'est vous qui avez fait cela et c'est ce qui permet d'avancer. Et enfin, c'est bien d'avoir parlé de la philosophie du soin, de ce que les usagers souhaitent, de la parole aussi des familles. Et finalement, à la fin, je constate qu'en fait, vraiment, la qualité de l'accueil commence par le bâti. Je vous remercie.
Il y a encore une prise de parole. Monsieur en rouge. Bonjour, l'Assemblée, Michel Girand. Alors, je suis infirmier libéral, je suis ingénieur en formation en santé, je suis éducateur thérapeutique et j'ai une formation aussi en ethnopsychiatrie. 40 ans que je vis dans ce milieu. Ce que je regrette et que chaque fois que je viens, c'est pour avoir un espoir de voir autour de la table non seulement les médecins, mais les professionnels de santé qui ont aussi leur mot à dire. Et ça, je le regrette. J'ai toujours l'espoir de voir un jour l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe ne se fait pas seulement dans la salle de soins ou dans les services, mais aussi lorsqu'il y a un mot à dire, lorsqu'on a une construction, un projet de ce genre. Donc, je voudrais quand même noter cet espoir. Oui. Vous avez... Venez. Monsieur François Augrain, votre micro est allumé. Ah, pardon, excusez-moi. On Oh là vous là. entend. Je me disais soudainement que je suis en santé mentale. Donc, les bipolaires, ça existe. Donc voilà, et donc voilà, j'avais ça à dire. Deuxièmement, avec la belle présentation que vous avez faite, c'est vrai que c'est beau. Il manque toujours quelque chose à chaque fois, c'est l'évaluation. Est-ce qu'on a quand même pu évaluer toutes les constructions qui ont eu lieu bien en avant? Est-ce qu'il y a eu une évaluation où l'usager était satisfait, le personnel était satisfait, où il y a eu effectivement de dire nous avons fait l'erreur, nous n'allons pas recommencer une structure pareille, nous allons faire différemment. Je ne vais pas être long, je crois que cet après-midi, il y a beaucoup de choses à dire. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui, allez-y. Oui, Sylvain Minacci, architecte. Pour compléter le propos d'Éric Allais, il a beaucoup été question des patients, du bâtiment, enfin de l'outil, mais il y a une autre absence, ce sont les usagers, enfin les professionnels. Parce qu'on aura beau vous livrer le bâtiment le plus adapté qui soit, il y a souvent des mauvaises pratiques qui font que, à la fin, une réussite peut être un échec. Alors, je ne sais pas s'il y a un moment où vous allez en parler, mais souvent, nous sommes confrontés à ça. Enfin, on peut donner des exemples. On aura beau donner à quelqu'un une Ferrari, s'il ne sait pas la conduire, eh ben, il va la mettre en panne. Bah, Alors, on a ce genre de problème lorsqu'il s'agit de gérer les clims, gérer la nouvelle technologie, gérer certaines choses. On a une clim qui est allumée, une porte qui est ouverte, etc. Donc ça, on n'en parle pas. Mais ça aussi, est-ce qu'à un moment, il ne faut pas passer à une phase de formation pour pouvoir utiliser les équipements? Mais là, c'était quand même l'esprit des petits films, des extraits que je vous ai passés, hein, puisque ça montre bien que la dernière intervention de l'infirmière, elle était assez parlante là-dessus, hein, sur finalement la déception, ou en tout cas je dirais oui, un certain désenchantement par rapport à ce qu'elle avait connu avant et comment finalement une architecture. Alors, dans le film, faut le voir en entier. À la fin, il commence à ouvrir et à se dire qu'ils peuvent utiliser ce qui a été fait de façon différente. Mais après, moi, j'ai aussi échangé avec le directeur qui a réceptionné les travaux, qui n'était pas le même que le directeur qui avait démarré les choses. Et le directeur qui a réceptionné les travaux, il a dit qu'il n'aurait jamais fait les choses de la même façon. Et l'autre aspect aussi, sur lequel j'ai peut-être pas assez insisté, c'est que quand on dit qu'il faut qu'il y ait une philosophie du soin, c'est une philosophie qui doit embarquer l'ensemble des équipes soignantes. C'est-à-dire que moi, je ne parle plus de projet médical, je parle de projet médico-soignant, ce qui veut bien dire que le projet, il s'élabore avec l'ensemble des équipes. Et s'il n'y a pas cette phase qui est faite préalablement,
clairement, on risque de passer à côté. Alors après, de toute façon, c'est toujours très difficile d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, même si aujourd'hui on peut avoir des... Là, on l'a vu, hein, des images de synthèse dans lesquelles on se balade dans les bâtiments. Donc on peut imaginer les bâtiments physiquement, mais après, dans l'usage qui en est fait, c'est très différent. Alors après, sur les questions d'évaluation, ce qu'il faut voir, c'est que, alors, il n'y a pas obligatoirement une évaluation qui est faite évidemment au niveau national, mais la question de l'après, hein, pour ceux que ça, enfin, pour les directeurs PCME que ça intéresse, il y a une excellente masterclass de la NAP, je fais une petite pub sur le sujet, mais on voit bien que là, c'est pas au moment où on signe la réception du bâtiment, c'est pas que là que les choses s'arrêtent. C'est-à-dire que il y a effectivement le suivi des trucs qui vont pas, mais il y a aussi tout l'aspect, je dirais, de savoir, ben, est-ce que ça répond aux usagers que j'appelle direct, dans le sens les patients qui sont dans l'établissement et leurs familles. Est-ce que ça répond aux préoccupations des soignants? Quels sont les problèmes qui sont... et pas uniquement... parce que ça, il y a toujours des trucs, de la peinture qui n'a pas été bien mise, une serrure qui ne va pas. Ça, on connaît tout ça. C'est pas ça. C'est quel est l'usage qu'on en fait, c'est-à-dire le retour sur l'usage. Et ça, c'est vraiment très important de pouvoir le faire et le documenter. Et dans l'idée de proposer un panel d'établissements qui pourrait être donné comme inspiration, hein. C'est aussi l'idée de pouvoir, il faut pas, si on va visiter un lieu, il faut évidemment avoir une visite sur site exhaustive, mais il faut aussi pouvoir discuter avec les équipes qui y travaillent. Parce que si on a juste le regard de la visite, de la direction, voilà, on peut passer à côté de choses. Alors, la question de l'échange avec les équipes, ben voilà, qu'est-ce que ça a changé pour vous, comment vous vivez les choses et tout, elle est vraiment très importante. Et donc, moi, je pense qu'enfin, quand vous avez un projet architectural, c'est vraiment important de pouvoir visiter. Évidemment, des établissements qui sont un peu homologues, c'est mieux, mais même dans un établissement qui n'a rien à voir, enfin moi j'ai visité des établissements en Belgique, en Norvège, en Allemagne, donc dans des systèmes de soins qui sont très différents du nôtre, c'est toujours très intéressant et de pouvoir aussi échanger avec les équipes soignantes, avec leur vécu et tout. Et donc je pense que ça, cette dimension-là, elle ne doit pas être oubliée je dirais, dans la genèse d'un projet. C'est-à-dire, et on n'insistera jamais assez sur la nécessité d'avoir d'abord un projet médico-soignant qui soit à peu près calé et sur lequel il y a un minimum de consensus avant de se lancer dans un projet architectural, parce que là, les architectes le disent toujours. Ils disent, nous, on est là, évidemment, pour décliner un programme, ça a été encore répété, mais on est là aussi pour mettre, je dirais, concrétiser des idées. Voilà. Et si ces idées n'existent pas, ils ne peuvent pas concrétiser quelque chose qui n'existe pas. Une dernière intervention avant la pause déjeuner, docteur Béatrice Safrano. Vous souhaitiez parler? Vous m'entendez? Justement, docteur Schmitt fait une belle introduction à mon propos. On a beaucoup parlé de pages blanches, mais dans le projet immobilier de l'EPSM de la Guadeloupe, il y a aussi la modernisation de l'existant. Et c'est vrai que je pense que c'est un vrai enjeu architectural, parce que quand on ne part pas de rien, c'est probablement encore plus difficile d'être adapté aux exigences et aux nouvelles normes. Dr Slama l'a bien dit, on est dans la même situation aujourd'hui sur le site Grande Terre. On a une construction somme toute assez récente et qui a quasiment immédiatement fait preuve de ses limites en termes architecturaux. Donc vraiment, je pense qu'un grand enjeu architectural sur ces constructions hospitalières, c'est l'entretien, c'est le suivi, c'est l'évolutivité des structures et voilà, je pense que c'est peut-être encore plus compliqué que d'écrire une nouvelle page blanche.
Ça, c'est une certitude, hein. Dans les discussions qu'on a pu avoir avec d'autres collègues, directeurs PCME ou autres, c'est que dans les rénovations ou de sites, c'est souvent quelque chose de très, très compliqué, avec des établissements qui parfois, enfin je prends Guillaume Régnier à Rennes, ils ont, je crois, 5 ou 6 époques différentes de construction. Donc vous voyez le défi avec les constructions les plus anciennes qu'ils abandonnent progressivement et qui ne sont plus en fait utilisées pour le soin. Je connais la même chose à Lorquin où les constructions historiques de Lorquin qui datent du début du XXe siècle ont été toutes abandonnées pour un usage de soins en fait aujourd'hui. Avec le fait, qu'est-ce qu'on en fait une fois que c'est abandonné? Moi, j'ai visité l'hôpital de Bonn, donc je vous montrais. Ils ont la partie historique de l'établissement, donc construit à la fin du 19e siècle. C'est aujourd'hui des logements sociaux. Donc, ils ont tout réhabilité en logements sociaux, parce que ça, par contre, c'était assez facile à faire. Et ils ont carrément reconstruit l'hôpital à côté, d'ailleurs. Enfin, le site était suffisamment grand. Et ce qui est pratique, parce qu'il y a une partie du personnel qui habite sur place. Hein, voilà. Ils ont enlevé les murs qui étaient autour de l'hôpital. Donc on voit qu'il y a plein de solutions qui peuvent être différentes. Hein. Alors c'est vrai que le problème, là nous notre établissement, il date de 72, il va disparaître. C'est-à-dire que c'est tellement nul comme construction qu'il n'y a pas grand-chose à en faire d'autre que de raser, quoi. Donc, mais ça, c'est le problème des constructions, de beaucoup de constructions des années 70 qui ont été faites avant le choc pétrolier. Alors évidemment, il n'y a pas ces mêmes problématiques aux Antilles, mais là, je peux vous dire que là, dans l'est de la France, quand il fait -5, -10, c'est intérêt que ça soit bien isolé. C'est un gouffre financier pour chauffer. Ça, c'est des choses, beaucoup de constructions aujourd'hui, même qui sont entre guillemets récentes, de 20, 30, 40 ans, ne sont plus du tout écologiques et ne peuvent difficilement être réhabilitées. C'est terrible à dire, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit il faut avoir dans la réflexion aujourd'hui que quand on construit, c'est au moins pour 30 ou 40 ans. Donc, il vaut mieux quand même construire quelque chose qui va passer les 10 ans. Hein. Si ça ne survit pas aux 10 ans, c'est vraiment un vrai problème dans la qualité dès le départ. Mais on s'aperçoit que malheureusement, beaucoup de constructions ne sont pas du tout faites dans cette perspective-là. Merci beaucoup, Dr Schmitt. Merci.